Mesdames et messieurs, nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la certification périodique des professionnels de santé. C'est un sujet peu connu et pourtant, à compter du 1er janvier prochain, il concernera près de 1 200 000 personnes en France qui sont les professionnels de santé des professions concernées par la certification. Donc, je m'appelle Lionel Collet, je suis conseiller d'État, je préside le Conseil national de la certification périodique et avant d'être conseiller d'État, j'étais professeur des universités, praticien hospitalier. Alors, sur un plan déjà européen, il faut savoir que la formation continue, nous allons débuter par la formation continue, est une obligation pour un grand nombre de professionnels de santé. C'est le cas en France, mais c'est le cas aussi en Allemagne, en Autriche, en Chypre ou en Hongrie. La formation continue est une des pierres, un des éléments du mécanisme de recertification, de certification périodique des professionnels de santé. Et nous avons plusieurs pays, et là nous avons quelques exemples sur cette diapositive, où c'est le cas, où existe cette recertification, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, les Pays-Bas ou encore la Roumanie. En Belgique, cela concerne 3 professions uniquement, médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, et en Allemagne et en Lettonie, cela concerne l'ensemble des professions de santé. Alors, comment la France en est-elle venue à instaurer cette certification périodique ? Tout d'abord, en 2016, il y a eu ce qu'on appelle la Grande Conférence de la Santé, à la demande du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, dont j'étais un des copilotes. Et cette grande conférence, parmi ses mesures, a proposé la certification périodique des professionnels de santé. Suite à cela, il y a eu un rapport de mission confié à un doyen, le doyen Serge Uzan, et un rapport également de l'IGAS, de M. Vincamp. Alors, quel était l'enjeu et pourquoi la Grande Conférence de Santé a-t-elle proposé la recertification périodique des professionnels de santé ? L'enjeu, c'est d'assurer à la population la qualité des soins et de la prise en charge sur l'ensemble du territoire et tout au long de la carrière du professionnel de santé. Et pour cela, il faut s'assurer périodiquement que les professionnels de santé actualisent leurs connaissances, leurs compétences, et c'est là qu'intervient la procédure de certification périodique là-dedans. Alors, comment déployer cette certification périodique ? La loi de transformation, d'organisation et de transformation du système de santé du 24 juillet 2019, sous la ministre Agnès Buzyn, a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la création d'une obligation de certification périodique des professionnels de santé relevant d'un ordre. Donc nous voyons déjà que c'est une obligation et que cela ne concerne que 7 professions sur lesquelles je reviendrai, qui ne sont que les professions de santé qui ont un ordre professionnel. Le but, et là je cite la loi, c'est de permettre à échéance régulière, au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et le niveau des connaissances. Donc la loi renvoie à une ordonnance. L'ordonnance a été publiée le 19 juillet 2021 et donne le cadre général de la certification périodique. Premier point, elle s'applique aux 7 professions de santé avec un ordre, c'est-à-dire médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues. Les professions sans ordre, de santé sans ordre, ne sont pas soumises à cette obligation. C'est le cas par exemple des orthophonistes, des orthoptistes ou des audioprothésistes. Alors, quels sont les objectifs de la certification périodique ? L'ordonnance les rappelle. C'est de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et la mise à niveau des connaissances. Et pour cela, l'ordonnance définit 4 champs d'action que nous allons qualifier de 4 blocs. Le premier bloc, c'est l'actualisation des connaissances et des compétences. Le deuxième, c'est le renforcement de la qualité des pratiques professionnelles. Le troisième, c'est l'amélioration de la relation avec les patients. Et quatrième et dernier, c'est une meilleure prise en compte de la santé personnelle du professionnel. Et c'est ainsi que vous voyez représenté ici chacun de ces 4 blocs. Et il faudra, au titre de la certification, répondre à chacun des 4 blocs, c'est-à-dire pouvoir avoir réalisé des actions dans chacun de ces 4 blocs. Alors, qui contrôlera le respect de l'obligation ? Ce sont les ordres professionnels. Donc, tout au bout de la chaîne, l'ordre devra contrôler si l'obligation a été respectée. L'ordonnance a précisé, et c'est une disposition d'ordre législatif, que ne pas satisfaire l'obligation de certification périodique constitue une faute. Alors, l'ordonnance, elle instaure des comptes individuels, c'est-à-dire que chaque professionnel aura un compte individuel, et sur ce compte individuel,
on retrouvera l'ensemble des actions de certification périodique. Et ces comptes seront gérés, dit l'ordonnance, par une autorité administrative. Et le décret a désigné, le 30 août dernier, l'Agence du numérique en santé, agence bien connue des professionnels de santé, puisque c'est elle qui gère notamment ce qu'on appelle les RPPS. Alors, l'obligation de certification sera de 6 ans. C'est-à-dire elle sera toujours de 6 ans, mais avec une exception pour les professionnels en exercice au 1er janvier 2023, sur laquelle je reviendrai. Mais la périodicité restera de 6 ans. Alors, où trouver les actions à accomplir? Eh bien, ce seront des référentiels qui seront définis par chaque profession et au sein de chaque profession, le cas échéant, pour chaque spécialité. Et ce sont ces actions, ces référentiels qui définiront les actions. Alors, quelles sont les orientations scientifiques qui sont nécessaires pour élaborer ces référentiels de certification? D'abord, l'ordonnance rappelle que les actions réalisées au titre du DPC, du développement professionnel continu, de la formation continue et de l'accréditation sont prises en compte au titre du respect de l'obligation de certification périodique. Prise en compte, mais sous la réserve que ces actions soient bien prévues dans les référentiels des professions. Chaque professionnel aura un libre choix de ses actions à suivre. C'est lui qui choisit lui seul. Il va choisir des actions dans le référentiel. S'il est salarié, cela se passe en lien avec l'employeur. Mais la formule importante, c'est le libre choix par le professionnel. Donc, comme je vous l'ai dit, 6 ans de périodicité qui débute au 1er janvier prochain, exception pour les professionnels en exercice au 1er janvier prochain qui disposeront de 9 ans pour la première période à l'issue de laquelle ils devront satisfaire l'obligation de certification périodique. Mais pour tous les autres, ce sera 6 ans. Et pour les professionnels en exercice, après cette période de 9 ans, ce seront des périodes de 6 ans. Alors, l'ordonnance a créé un conseil, le Conseil national de la certification périodique. Et ce conseil est chargé de définir la stratégie, la promotion, le déploiement et les orientations scientifiques de la certification périodique. Ce conseil a été composé par un arrêté du 12 septembre 2022. Il est constitué uniquement de 27 membres, l'instance collégiale. Alors, j'ai l'honneur de la présider, les ordres sont présents, tous les 7 ordres, 7 commissions professionnelles, donc une commission professionnelle par profession, et au sein de la commission professionnelle, il va y avoir des représentants des spécialités, 2 représentants des patients, des représentants des formations, avec un représentant des formations universitaires, ce sera dans les faits le président de la conférence des présidents d'université, qui s'appelle maintenant France Université, ou un doyen ou directeur d'une composante de santé. Et le second représentant des formations représente les instituts de formation de type non universitaire et les instituts de formation paramédicaux. 2 personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine, 2 représentants des syndicats, 2 représentants désignés par l'Union nationale des professions de santé et 2 représentants des fédérations des établissements de santé, donc un représentant de la FHF, Fédération hospitalière de France, et un représentant de la FHP, la Fédération de l'hospitalisation privée. Alors, les référentiels doivent définir, comme on l'a vu, les actions à accomplir au titre de la certification. Et la question importante, c'est comment vont s'élaborer ces référentiels. D'abord, c'est la Haute Autorité de Santé qui doit faire une proposition de méthode. La Haute Autorité de Santé ne rédige pas les référentiels, ne les propose pas. Elle propose la méthodologie d'élaboration. Et ce sont les CNP, donc les Conseils nationaux professionnels, qui rédigeront les référentiels. Une fois que la HAS, et il se trouve qu'elle l'a déjà fait, aura fait cette proposition, le Conseil national de certification périodique devra donner un avis. Et cet avis devra être soumis au ministre, car le ministre, suite à cet avis, prendra un arrêté qui va, comme son nom l'indique, définir, fixer la méthode d'élaboration des référentiels. Ça, c'est la méthode. Les CNP, à partir de ce moment-là, connaissent la méthode et ils vont pouvoir élaborer les référentiels. Et c'est ensuite le ministre de la Santé de nouveau qui arrêtera les référentiels de chaque profession ou spécialité. Alors la Haute Autorité de Santé a, dès juillet dernier, défini la méthode d'élaboration en lien direct avec les CNP qui peuvent déjà travailler sur cette méthode. Il n'empêche qu'ils ont également besoin de connaître les orientations scientifiques du Conseil national pour s'assurer qu'effectivement les référentiels répondent à ces futures orientations scientifiques. Eh bien, ce qu'il faut avoir à l'esprit d'important, c'est que chaque professionnel, à compter du 1er janvier, devra répondre à cette obligation de certification,
qu'il aura toujours l'obligation de DPC, qui est une obligation triennale, mais les actions de DPC devront s'articuler au mieux avec les actions de certification. Et la logique voudrait que l'action suivie par le professionnel soit à la fois reconnue et validante pour le DPC et pour la certification. Ce qui est important, c'est qu'il puisse satisfaire ce professionnel les 4 blocs que nous avons vus, et notamment, hormis les blocs connaissances, les blocs pratiques, les blocs relatifs aux patients, aux relations avec les patients, et à celui relatif à sa santé personnelle. Je vous remercie. Alors, la méthode qui sera mise en place pour que le Conseil national puisse définir la stratégie, le déploiement, la promotion et aussi, je reviendrai là-dessus, les orientations scientifiques, est une méthode qui doit être définie par le Conseil national et dès sa première réunion. La logique voudrait que nous évitions un système vertical descendant, c'est-à-dire un conseil national, d'une instance collégiale, qui donne un cadre précis, qui se décline au niveau des commissions professionnelles. Vu le nombre de parties prenantes, c'est-à-dire les ordres, les professions, comme nous l'avons vu, mais aussi les syndicats, les fédérations hospitalières, la logique voudrait que nous demandions à l'ensemble des parties prenantes de nous faire des propositions sur cette mission, qui est de définir la stratégie, la promotion, le déploiement et les orientations scientifiques. Et comme le délai va être très contraint, d'avoir une remontée rapide et qui va permettre à l'instance collégiale du Conseil national d'arrêter à ce moment-là sa méthode et les propositions de stratégie de promotion, déploiement, orientation scientifique. D'ailleurs, notons que l'ordonnance utilise le terme orientation scientifique et non pas orientation prioritaire. Pour le DPC, il s'agit d'orientation prioritaire. Là, il a été clair que l'esprit, c'était ce qui était scientifique, c'est-à-dire que les orientations vont reposer sur les exigences de qualité, qualité de la formation, qualité du formateur, qualité de l'organisme de formation et qualité de l'évaluation. Eh bien, c'est cet ensemble de méthodes que nous allons avoir à définir dans les prochaines semaines. Donc, nous voyons qu'il y a plusieurs délais pour le professionnel de santé. Il y a ce qu'il y avait avant la certification, c'est-à-dire l'obligation triennale de DPC. Et l'obligation triennale de DPC, le cycle de 3 ans, débute au 1er janvier 2023, comme le début de la certification. La différence, c'est que la certification étant sur 6 ans et sur 2 cycles de 3 ans de DPC. C'est-à-dire que sur les 6 ans, le professionnel devra avoir validé ces 2 cycles de DPC et sa certification. Et comme je l'ai évoqué, les actions pourront être communes dans les deux. Rappelons que l'obligation triennale de DPC, c'est la validation en 3 ans de 2 actions pour un professionnel. Donc 4 actions en 6 ans, et nous aurons probablement ajouté quelques actions pour la certification. Mais cela paraît raisonnable et cela paraît réalisable dans le cadre professionnel. Le délai de 9 ans, c'est uniquement pour la première fois, donc de 2023 à 2032, pour tous les professionnels qui exercent au 1er janvier. Alors, la raison est la suivante. Certains souhaitaient que seuls les nouveaux diplômés entrent dans le processus de certification. Mais nous ne pouvons pas en France avoir une telle mesure parce qu'elle n'est pas constitutionnelle. Elle méconnaît le principe d'égalité. Et comme les professionnels en exercice sont dans une situation différente des futurs professionnels, il a été décidé que ceux qui étaient en exercice, la première fois, disposeront de 9 ans et non pas de 6 ans. Donc voilà la raison des délais. Ces délais sont assez bien calés, sont raisonnables, peuvent se comparer à ce qui se fait à l'international. Si on regarde l'accréditation en France, l'accréditation, c'est 5 ans. Là, nous sommes sur 6 ans, donc nous avons des possibilités effectivement d'adaptation pour que les personnes accréditées, les professionnels de santé accrédités, cela soit validant pour un bloc ou 2 blocs, il faut voir, de la certification. Alors, comment se passera le contrôle par les ordres professionnels? Cela, aujourd'hui, nous ne pouvons pas le connaître puisque c'est un décret qui va préciser la manière dont les ordres contrôleront le respect de l'obligation de certification périodique. Toutefois, la logique est assez simple. Le professionnel, il a réalisé des actions. Ces actions sont sur son propre compte, qui est géré par l'Agence du numérique en santé. Ces actions sont des actions reconnues au titre de la certification. Eh bien, on peut imaginer aisément que l'ordre aura simplement, via un algorithme, pourra vérifier immédiatement si l'ensemble des actions demandées, imaginons que ce soit 7, 8 actions demandées sur 6 ans, eh bien, le professionnel y a répondu ou non. Alors, une question qui peut se poser est une question de régulation.
Imaginons qu'au bout de 5 ans, on identifie des professionnels à qui il manque des actions. Donc, il faudra encore savoir et définir qui informera ces professionnels. Aujourd'hui, ce fait partie des sujets qui vont être mis absolument sur la table de discussion. Mais quand on arrive au niveau de l'ordre, c'est un contrôle absolument automatique. Il y a une sorte de compétence liée qu'aura l'ordre par rapport à la réalisation ou non d'actions. Je vous remercie.